Nouvelle session de l'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommet. Dans un contexte mondial marqué par des inégalités croissantes et des crises environnementales, les organisations non gouvernementales émergent comme des moteurs essentiels de l'éveil citoyen. Ces entités s'engagent à informer, éduquer et mobiliser les citoyens autour des problématiques. Quels sont leurs rôles, éléments à suivre en début d'édition? À l'aide du numérique, les réseaux sociaux se sont transformés en véritables tribunes publiques où chacun peut partager ses pensées, ses opinions et ses expériences en un clic. Faut-il tout publier sur les réseaux sociaux? Élément de réponse dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale, le général de brigade au pouvoir depuis le putsch du 30 août 2023 a annoncé ce lundi sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril. La course est donc officiellement lancée. À nouveau bonsoir. Les organisations non gouvernementales sont des acteurs privés qui agissent sur le plan national et international. Elles interviennent dans des secteurs tels que l'humanitaire, l'environnement, les droits de la femme, la liberté de la presse et bien d'autres. Au Bénin, il existe une multitude d'ONG. Que font-elles réellement? La réponse avec le directeur de la Maison de la Société Civile. En général, le rôle des associations est apprécié sous deux angles. Le premier aspect, c'est surtout, disons, le volet relatif à la veille citoyenne. Est-ce que les politiques publiques, dans leur déploiement, s'exécutent comme c'est prescrit? Est-ce qu'il n'y a pas des aspects liés à la gouvernance, liés à la vie sociale de façon générale, qui échappent aux détenteurs, enfin aux autorités, et sur lesquels l'attention peut être attirée pour le mieux-être de tout le monde? Ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est essentiellement des réponses pratiques, concrètes à des situations auxquelles se trouvent confrontées les populations. Donc des questions par exemple de gestion des ordures. Pendant longtemps, ça a été géré par les associations et depuis un certain temps, l'État a repris et a recommencé à prendre le contrôle, en tout cas pour les grandes villes. Les questions liées à l'éducation. Dans certaines localités, les communautés n'ont pas accès à l'éducation, donc les associations s'organisent pour assurer cela. Quand je prends par exemple la formation, l'éducation maternelle, l'école maternelle, pendant longtemps, certaines communautés se sont organisées sous l'égide d'ONG pour pouvoir s'occuper des enfants avant, en âge, ceux qui ont moins de 4 ans. Donc il y a, si je récapitule, donc il y a un volet de veille citoyenne, il y a un volet, je vais dire, réponse, prestation de services. En fait, moi, de ma position, le travail que nous faisons pour que les associations soient efficaces, ce travail-là continue d'être fait. Il y a peut-être l'amplification ou la communication qui est faite sur les associations qu'on ne remarque plus forcément maintenant. Si vous me demandez par exemple, voilà, il y a par exemple le mouvement Mercredi Rouge et ce type d'activité, on ne l'a pas encore cette fois-ci. Moi, je vais vous dire simplement que à chaque temps et à chaque moment correspond des formules de travail. Le plus important, c'est de pouvoir faire remonter les préoccupations des populations. Le plus important, c'est de pouvoir, de mon point de vue, toucher les autorités sur ce qui ne va pas. Et il y a plein d'exemples qui peuvent démontrer que les associations continuent de faire leur travail. L'année dernière, par exemple, si je prends juste un cas de plaidoyer que nous avons accompagné au cours du dernier, je crois, trimestre de l'année dernière, et on a interagi avec des autorités sur des questions liées à l'éducation, liées à l'accès à l'eau, liées, voilà, à l'état civil.
liés à la santé. Donc il y a un gros mouvement, une production d'évidence qui a permis d'interagir avec les pouvoirs publics et des résultats concrets ont été notés. Moi, c'est ce que je peux dire. On a peut-être l'impression qu'il n'y a plus d'agitation, mais il y a un travail qui se fait. Le travail est beaucoup plus, peut-être discret, plus souterrain, mais moi, j'estime de ma position que les associations continuent de travailler. Il faut reconnaître que de façon globale, on n'a pas suffisamment de ressources. Les ressources s'amenuisent. Du coup, il y a des champs, des terrains sur lesquels on travaille et on est moins actif. Autre information, dans cette édition, supposé départ massif de plusieurs membres de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, le secrétaire général Moudassirou Bachabi est monté au créneau pour siffler la fin de la récréation. À l'en croire, c'est une intoxication de la part de ses ex-membres de la Confédération. Il est au micro de Romarek Dossa et de Gildas Bamrosso. Je crois avoir vu sur la toile quelques travailleurs qui se sont mis en posture d'affiliés de la CGTB alors qu'ils ne sont plus des affiliés de la CGTB. Et je peux même dire que nous sommes là en face d'une filouterie syndicale et même intellectuelle. Parce que les personnes que j'ai vues défiler sur les écrans ou sur la toile depuis le 30 octobre 2023, donc bientôt 2 ans, ne font plus partie de la CGTB. Parce que simplement, et par une œuvre de salubrité publique, nous avons dégagé de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Et la décision précise très bien qu'à l'occasion, ils perdent toute qualité de membre et d'affilié, en son article 3. Donc, ils sont bien conscients, sauf, disons, usurpation de titres et de qualité, ils sont bien conscients qu'ils ne sont plus dans le registre de la CGTB. Maintenant, c'est tout à fait normal puisque la CGTB est un label crédible. Et donc, dire pour aller à une destination qu'on est de la CGTB, ça peut peut-être leur donner de la contenance. Je crois que c'est leur façon à eux de se vendre cher à ceux qui veulent les accueillir. Mais tout le monde sait que depuis octobre, je dis bien 30 octobre 2023, ils n'ont plus la qualité ni d'affiliés ni de membres de la CGTB. Alors, par quelle alchimie, quelqu'un qui n'appartient plus à une famille peut annoncer qu'il quitte la famille? Si ce n'est pas de la fraude, si ce n'est pas, disons, de l'usurpation de titres. Mais il est évident que, comme ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la honte, ils ont décidé de se faire une publicité pour atterrir quelque part où ils auront de la valeur. Mais c'est pitoyable parce que nous, on s'est séparés d'eux. Il y en avait 18 syndicats dont nous sommes séparés. Et on s'est séparés des 18 syndicats pas parce que tous les militants qui sont affiliés à ces syndicats-là ont commis une faute. Et vous allez constater que dans le test même de la décision, nous avions dit à tous les militants qui ne se reconnaissent pas dans les agissements de ces faux leaders syndicaux que ces militants-là peuvent continuer par appartenir à la CGTB pourvu qu'ils en fassent la demande. Et à la date d'aujourd'hui, sur les 18 syndicats, il y a beaucoup qui sont en train de revenir. Mais eux aussi qui aujourd'hui se font de la publicité pour dire qu'ils sont en train de quitter une famille à laquelle ils n'appartiennent plus, ils ont rasé les murs pour revenir. Mais vous savez très bien qu'il y a une organisation est basée sur les tests. Si vous violez les tests d'une organisation et que vous êtes sanctionné, ayez l'humilité de reconnaître que vous êtes en faute. Maintenant, si vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes en faute, pourquoi encore faire appel au nom de cette organisation-là pour montrer que vous êtes en train de quitter quelque part pour aller? Ils n'étaient nulle part. Ils ont compéti. On les a renvoyés, on les a chassés, on les a expulsés, on les a exclus de la CGTB. Ils ont perdu donc toute qualité à la veille d'une élection professionnelle sectorielle. Malgré tout, l'alliance à laquelle la CGTB a appartenu pour ces élections a raflé tous les sièges disponibles pour représenter les travailleurs. Donc ils ne sont même plus rien, véritablement.
ils n'appartiennent plus à la CETB depuis le 30 octobre 2023. Donc la CETB n'est pas en train de se vider. La CETB ne perd aucune plume. La CETB s'est donné un nom, un positionnement sérieux et crédible au niveau du membre. Sans eux, il faut que les gens cessent de s'amuser. Représenter les travailleurs, c'est une responsabilité énorme. Ça ne se limite pas dans les sacs des leaders syndicaux. Ça ne se limite pas dans leur vouloir, dans leur bon vouloir de se proclamer ou de se proclamer leader ou secrétaire généraux. Moi, je crois que c'est un combat inutile. Leur courrier ne nous était pas destiné. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas avec nous. Dans le reste de l'actualité, les réseaux sociaux se sont imposés comme des plateformes incontournables pour l'expression personnelle et le partage d'informations. Cependant, cette liberté d'expression soulève une question cruciale. Peut-on tout publier sur les réseaux sociaux alors que certains considèrent ces espaces comme un terrain de jeu où toutes les opinions peuvent s'exprimer librement? D'autres mettent en avant les dangers potentiels liés à la diffamation et aux atteintes à la vie privée. Suivons le reportage. Les médias sociaux, plateformes virtuelles permettant l'interaction et le partage d'informations occupent une place importante dans la société moderne. Ces réseaux sociaux offrent un espace virtuel où les individus partagent des idées, des informations et interagissent. Il est observé que certains jeunes publient et partagent tout sur les réseaux sociaux, qu'ils soient bons ou mauvais. Des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous livrent leur impression. À cause du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la digitalisation ou bien à cause en tout cas de la tendance d'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple simple. Quand vous postulez quelque part, il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Admettons que tout ce que vous publiez sur Facebook, ou bien sur TikTok, ou bien en tout cas tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, il suffit qu'ils aillent chercher parce que sur Facebook ou bien sur Internet, il y a ce qu'on appelle l'empreinte numérique qui est là. Donc, même si vous supprimez le truc, ça ne part pas définitivement. Les publications que les gens font peuvent toutefois les rattraper demain. Parce que c'est pas tout qu'il faut publier. Il faut publier ce qui est juste et instructif. Et parfois quand je vois les gens publier des choses qui tirent vers la dépravation, ça me cœur, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais est-ce que pour ça on va interdire aux gens de ne pas aller sur les réseaux sociaux? Je m'en vais pour donner un exemple. J'étais sorti un jour avec ma fille aînée et on était allé à la plage pour manger. Une dame dans le quartier qui ne me connaissait pas, parce que je ne suis pas souvent à la maison, a vu la petite fille, puisque c'est une fille de 14 ans, mais elle a la taille, quand vous la voyez, si on dit qu'elle a 14 ans, on va dire non. Mais puisqu'elle a vu un vieux babu avec la babuchette blanche, avec une petite fille, en laissant la maman, elle a fait la photo, notre photo, qu'elle a envoyée directement à la maison à ma femme. J'étais là quand ma femme m'a appelé, dit « Tu es où avec ta fille ?» Nous sommes à la plage. Il faut ouvrir ton WhatsApp. Je vois la photo et je présente la photo à ma fille. Ma fille dit « Papa, je sais qui a fait ça. » Toi, tu peux voir des gens assis et faire leurs photos que tu vas envoyer. Tu connais la peine de ce que tu viens de faire. L'acte que tu viens de poser là, tu connais sa peine. Et le monsieur me dit « Moi, je suis juriste. » Heureusement pour toi que le monsieur a pris conscience et patience, il est venu vers nous. Sinon, s'il a pour la police, imaginez-vous que celle avec qui j'étais n'est pas ma fille et qu'elle envoie cette photo à la maison. Le scandale que ça pourrait poser. Ça fait l'une des conséquences de pourquoi on ne doit pas tout poster sur les réseaux sociaux. Et je le réitère encore, avant de poster quelque chose sur les réseaux, il faut voir, étudier si ce que je vais envoyer est instructif. Est-ce que ça peut enseigner, quelqu'un peut attirer un enseignement dedans, ça peut instruire quelqu'un sur un plan donné avant de poster. S'ils vont chercher sur les réseaux sociaux pour savoir si vous avez une bonne moralité ou bien pour voir ce que vous avez l'habitude de publier sur les réseaux sociaux. On peut voir par exemple, vous avez publié
vous êtes dans un bar en train de prendre de la chicha ou bien, en tout cas, tout ce qui peut vous compromettre à l'avenir. Donc, tout ça entre en ligne de compte. La plupart des gens ne perçoivent pas cela. Et ils ne regardent pas l'avenir, ce que ça peut causer, ce que ça peut leur causer. Donc, je pense que, en tout cas, de mon point de vue personnel, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Une utilisation éclairée et réfléchie d'un réseau social est essentielle pour une vie numérique équilibrée. En interactualité au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé ce lundi sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Dans un discours prononcé à la Cité de la démocratie, l'homme fort du Gabon a présenté son bilan depuis sa prise de pouvoir et exposé sa vision pour l'avenir du pays. Le reportage. Au Gabon, le président de la transition a annoncé ce lundi qu'il se présentera à l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Dans un discours prononcé à la Cité de la démocratie, Brice Oligui Nguema a évoqué son bilan et sa vision pour l'avenir du Gabon pour justifier cette candidature. Le chef de la junte militaire, qui a mené le coup d'État de 2023, a mis fin à 55 ans de règne de la famille Bongo. Il s'était dans un premier temps engagé à rendre le pouvoir aux civils après une période de transition. Le nouveau code électoral, approuvé fin janvier par le Parlement de transition, a permis de rebattre les cartes. Les militaires et les magistrats sont désormais autorisés à se présenter aux élections. Pour présenter sa candidature, l'ancien chef de la garde présidentielle doit abandonner son uniforme de général. Pour rappel, c'est avec ce statut que Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir suite au coup d'État du 30 août 2023 qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba. En Guinée-Bissau, le conflit sur la date de fin du mandat du président Umaro Sissoko Embalo a intensifié les tensions et fait craindre des troubles dans le pays. Une mission du bloc régional d'Afrique de l'Ouest envoyée dans le pays pour résoudre cette tension concernant les élections a quitté le pays suite aux menaces du président Umaro Sissoko Embalo. Suivons. La mission de la CEDEAO a quitté la Guinée-Bissau suite aux menaces du président Umaro Sissoko Embalo. Le bloc régional d'Afrique de l'Ouest a déclaré que la mission déployée pour résoudre un conflit électoral a quitté le pays après que le chef d'État a menacé de l'expulser. Déployé le mois dernier avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'équipe avait été envoyée pour aider à trouver un consensus politique sur l'organisation des élections présidentielles cette année en Guinée-Bissau. Le scrutin était prévu pour novembre 2024, mais le président Embalo l'a reporté. Il a depuis annoncé que la nouvelle date serait le 30 novembre 2025. L'annonce a fait l'effet d'une bombe du côté de l'opposition qui s'est opposée à ce report, déclarant que le mandat d'Embalo aurait dû expirer la semaine dernière, bien qu'un arrêt de la Cour suprême l'ait récemment prolongé jusqu'en septembre. Au Kenya, au moins 4 personnes ont été blessées par balle lors d'affrontements entre la police et des manifestants dans le camp de réfugiés de Kakuma, au nord du pays. Des milliers de réfugiés dans le camp qui accueillent des personnes fuyant les conflits et la sécheresse au Soudan du Sud, en Éthiopie et au Congo voisin ont manifesté ce lundi contre le rationnement de la nourriture en raison de contraintes financières. Le reportage. Des blessés pris en charge dans un hôpital de Turkana County au Kenya. La police kenyane a ouvert le feu lundi sur ces réfugiés du camp de Kakuma, en difficulté suite aux restantes réductions de l'aide humanitaire, due en grande partie aux coupes budgétaires de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ces infortunés étaient descendus dans la rue, exigeant une action urgente face aux graves pénuries de nourriture et d'eau. Depuis que Trump est revenu au pouvoir, les Kenyans ont rejeté toute la responsabilité sur lui. Les travailleurs ne sont pas payés, c'est de sa faute. Pas de médicaments à l'hôpital, c'est Trump. Maintenant, nous devons payer les frais de scolarité, c'est toujours Trump. Nous en avons assez de Trump. Si Trump peut nous entendre, nous sommes humiliés ici à cause de lui. Alors qu'il change pour que nous cessions d'être humiliés.
C'est l'équivalent d'un mois de nourriture. Nous n'avons pas d'autres revenus quelque part. Est-ce que cela suffit? Imaginez que vous pensiez que ce n'est pas assez. Alors aidez-nous. Cette situation nous affecte depuis si longtemps. Le camp de Kakuma accueille des réfugiés du Soudan du Sud, de l'Éthiopie et de la Somalie et compte plus de 200 000 personnes. Le procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a repris ce lundi après de multiples retards. Benjamin Netanyahou est le premier chef du gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal pour corruption, fraude et abus de confiance. Suivons. De retour à la barre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou témoigne ce lundi dans le cadre d'un procès en cours pour corruption présumée. Il est le premier dirigeant du pays en exercice à être jugé au pénal et cette affaire constitue un nouveau coup dur pour le plus ancien dirigeant d'Israël qui fait également l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre présumés dans le cadre du conflit à Gaza. Lors de ses comparutions devant le tribunal, Netanyahou répondra à des accusations de fraude, d'abus de confiance et de corruption. Il est accusé d'avoir accepté plus de 260 000 $ de produits de luxe en échange de faveurs politiques. À cette accusation s'ajoute celle d'avoir tenté de négocier une couverture médiatique plus favorable. Âgé de 75 ans, Netanyahou nie avoir commis des actes répréhensibles et affirme que ces accusations sont une chasse aux sorcières orchestrée par un système judiciaire partial. Le Kremlin a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait fait preuve d'un manque de compétences diplomatiques lors d'un échange houleux avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche la semaine dernière. Il accuse aussi le chef de l'État ukrainien de vouloir poursuivre cette guerre qui dure depuis 3 ans. C'est après moi. Après l'échange tendu du vendredi dernier entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie réagit à la situation. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, affirme que le président ukrainien ne cherche pas la paix. Selon le représentant du gouvernement russe, l'échange houleux qui a eu lieu à la Maison-Blanche montre que Kiev n'est pas intéressé par la signature d'un accord entre les deux parties. Au cours d'une conférence de presse, Dmitry Peskov a déclaré que les efforts de Moscou et de Washington ne suffiraient pas pour parvenir à un accord de paix. Il accuse aussi le chef de l'État ukrainien de vouloir poursuivre cette guerre qui dure depuis 3 ans. Selon lui, l'Europe devra investir des efforts considérables pour réussir à apaiser les tensions entre les États-Unis et l'Ukraine après les récents échanges dans le bureau ovale vus par des millions de personnes à travers le monde. Pour finir, Dmitry Peskov a déclaré que le sommet sur l'Ukraine qui s'est tenu ce dimanche au Royaume-Uni n'avait pas pour objectif de parvenir à la paix, mais de poursuivre les combats. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.